Alors, Tu parles pas des commanditaires? Alors, on me rappelle qu'il faut parler de nos commanditaires. En effet, on remercie nos commanditaires qui sont Arcana Création, les Terres d'Obsidia, ainsi que Gnome Archiviste. Merci, on vous aime beaucoup, même si je vous ai oublié. Désolé! Merci. alors ici, c'est pour les maîtres de jeu avancés, donc veuillez vous assurer d'être au moins niveau 6 pour assister à cette présentation. Alors, je m'appelle Alain Ducharme et je suis accompagné de Stéphane Thériault Ouais, pour cette présentation. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nous, ben écoutez le premier. On va sauter par-dessus. On va gagner du temps. Donc, voici notre agenda. Vous pouvez le lire. Il y a certains, je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps de couvrir tout, fait qu'il y a peut-être que des morceaux qu'on va, surtout le dernier, qu'on va peut-être sauter. Mais- OK, donc, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui étaient dans la salle, votre arme ultime comme maître de jeu, votre outil ultime pour vous aider, c'est d'être capable d'improviser. Si vous êtes capable d'improviser, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Ça veut dire que vous allez de faire face à toutes les situations parce que vous êtes capable de pouvoir de changer les choses puis les adapter à ce que vos joueurs vont suggérer. En même temps aussi, ça diminue le travail de préparation parce que justement, vous n'avez pas besoin de tout préparer à l'avance. Vous pouvez les improviser sur place pendant que vous en avez besoin. Et quand vous faites des grosses campagnes dans des mondes super compliqués, je vous dis tout de suite, à moins que vous soyez prêt à passer 6 mois avant pour construire votre monde au complet dans ses moindres détails, vous allez avoir besoin de... Puis ce que je déteste, là, veut dire, moi, je veux comment dire, je veux jouer, là. Fait que c'est quelque chose que vous avez absolument... Si vous êtes capable d'improviser, vous allez pouvoir construire votre univers quand vous en avez besoin, finalement. À moins, évidemment, de prendre des mondes qui existent déjà. Ça, c'est évidemment possible. Fait que l'élément qui est important quand on parle d'improvisation, c'est d'avoir une certaine conscience. Puis c'est pas grave si cette conscience-là, pour vous, pour le moment, c'est flou. Ça va se développer au fur et à mesure que vous jouez. Mais d'avoir une conscience des outils que vous avez besoin d'établir à la base, puis les éléments sur lesquels vous allez pouvoir improviser. Les personnages arrivent dans une ville, vous n'avez pas besoin de faire la liste de tous les commerces disponibles dans la ville et de tous les personnages non-joueurs. Ça va venir naturellement. Il y a peut-être un personnage qui va dire « Ah, j'aimerais ça avoir une nouvelle armure. » Bon, ben, si on va voir un armurier, ben, il y aurait peut-être ça serait peut-être le fun de le rendre intéressant. Fait que là, vous allez, sur le coup, vous allez développer un personnage, essayer de développer un personnage intéressant. À contrepartie, vous jouez à Donjons et Dragons, la quantité de règles est quand même assez importante. Improviser des combats à partir de zéro, surtout si vous ne maîtrisez pas toutes les règles finement parce que vous jouez depuis 30 ans, mais ça peut être compliqué. Fait que vous avez peut-être besoin de dire, OK, ben dans l'aventure d'aujourd'hui, je sais que le combat principal va être contre un troll, puis je suis allé relire les caractéristiques du troll, je suis allé relire les règles par rapport à ça. Bien, comme là, je suis prêt à faire un combat avec un troll. Peut-être que le combat avec le troll, il va avoir lieu dans une forêt, peut-être qu'il va avoir lieu dans un donjon. Ça pourrait à la rigueur bouger. Mais comme le bout technique, vous n'avez pas tellement le choix de le préparer parce que peut-être que vous ne maîtrisez pas assez les règles pour comme tout sortir de manière improvisée. Tant mieux si c'est votre cas. Tu ne connais jamais tous les détails de tous les monstres. C'est ça. Tu sais, j'ai animé une campagne de Pathfinder pendant 5 ans, puis je me suis vraiment beaucoup basé. Il y a Stéphane, puis un autre des joueurs de la campagne qui maîtrisait très, très bien les règles. Fait que j'étais capable des fois de leur balancer des questions, se dire, OK, là, il y a quelqu'un qui saute du vide sur 50 mètres, c'est supposé être quoi les dégâts? J'en ai aucune idée. Tu dis que moi, je connaissais, maîtrisais les... Ben, non, mais j'avais des idées de base parce que j'avais joué aux jeux vidéo, c'était plus Chris. C'était plus Chris. C'était plus Chris. Mais non, mais quand même, t'avais quand même... Oui, je connaissais le monde pareil. T'étais tombé dans la potion magique quand t'étais jeune, fait que t'avais... Je pense que j'ai joué 2 parties de Donjons et Dragons dans ma vie. Fait que... Mais bon. Un des points intéressants là-dedans, c'est ça, c'est que quand on parle d'improvisation, ça ne veut pas nécessairement dire juste de façon impulsive. Ça veut dire ça aussi, mais ça peut simplement aussi dire de ne pas préparer ses affaires longtemps à l'avance. Comme il vient de dire, par exemple, j'arrive, OK, je sais que la prochaine session, il va y avoir un combat important. Oui, il va falloir que je prépare mes personnages, mais je ne les ai pas préparés il y a 10 ans ou il y a 15 sessions. Je le prépare parce que là, j'en ai besoin de là. Fait que j'ai improvisé la campagne jusqu'à temps qu'on arrive à ce point-là. Là, j'ai besoin de me préparer pour la prochaine session, mais parce que je veux voir un animé qui a de l'allure.
Puis en même temps, le combat, il va être quand même en partie improvisé parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le combat. Fait que ça n'empêche pas de faire de la préparation à l'avance. Mais c'est le but de dire que ça va minimiser la préparation que vous avez faire à l'avance. Ouais. OK. On va passer là à devenir. Comment devenir un meilleur improvisateur? Ça, comme je dis, c'est comme tout le reste, ça s'apprend, ça se travaille, ça s'améliore. Vous allez devenir meilleur juste en improvisant, puis de vous forcer à rentrer dans des choses que vous n'avez pas pensé, puis hey, je vais aller là-dedans, je vais l'essayer, puis je vais voir comment je peux me comporter, comment je réagis quand les gens me disent des choses, et de voir comment je peux devenir meilleur. Puis ça se travaille. Je veux dire, quand les premières scènes que j'ai improvisées, c'était coup-ci, coup-ça, puis j'étais tout content finalement parce que je m'étais rendu à la fin. Là, j'ai improvisé. Moi, mes préparations, mes parties en général, à moins qu'il y ait un combat, c'est 10 minutes dans la douche. OK, il va se passer à peu près ça. Le reste, on le voit pendant le jeu. Mais ça, comme je dis, c'est un muscle qui se travaille constamment. Notre cerveau, c'est un muscle qui se travaille constamment. Fait que donc, des trucs que j'avais pensé, puis là, tu vas peut-être en avoir d'autres. C'est comme je dis, c'est un art qui s'apprend. Donc, tu sais, une affaire bien simple, c'est de dire, d'introduire un personnage que vous connaissez, que vous connaissez bien, mais vous ne l'avez pas préparé, puis vous faites juste, hey, il y a tel personnage qui vient vous dire ça, comment vous réagissez, puis tu sais, où c'est que vous pouvez aller avec ça. Mais je me souviens, la toute première scène que j'ai improvisée, c'était dans la game de Primal Next Generation. T'étais-tu là à ce moment-là? J'en ai aucune. En tout cas, oui. Puis j'avais une reste de personnages que j'avais connus dans une autre campagne, puis c'est comme je les connaissais bien, je les aimais beaucoup, fait que j'ai décidé de les introduire là. Puis à un moment donné, les PC ont été sur cette planète-là, c'est une game spatiale. Puis là, c'est comme, hey, attends une minute, là il se passe une couple d'affaires, puis je dis, attends une minute, je pense que ce serait une bonne idée de leur faire rencontrer pour qu'on puisse comprendre comment cette race-là se comporte. Fait que là, j'ai comme introduit une scène comme ça, ils vont rencontrer quelqu'un de cette espèce-là et leur montrer comment ils se comportaient. Et ça a été vraiment la première scène que j'ai improvisée comme ça. Puis je suis arrivé à la fin, puis j'étais tout content. Hey, finalement, ça s'est bien passé. Puis ils n'ont pas même vraiment réalisé que j'avais improvisé cette scène-là. Mais après ça, c'est comme, t'en mets un peu plus, des scènes de plus en plus complexes. Puis là, tu arrives à un moment donné où pratiquement toute ta partie est... Puis comme je dis, improviser, c'est-à-dire que tu as une idée où ce que tu t'en vas. Tu veux aller. C'est juste que tu n'as pas besoin de définir de façon détaillée et en plus la fin où ce que tu veux aller. Ça, c'est la pire chose, d'avoir défini ta fin dans ta tête. Je vais juste faire un parallèle. Je mentionnais au début de la première heure que j'étais auteur aussi, donc j'étais habitué d'écrire. Puis quand on écrit, il y a tout le temps... Des fois, on commence à écrire son histoire, on ne sait pas encore qu'est-ce que l'histoire va vraiment raconter. Peut-être qu'on a l'idée de dire, OK, là, j'ai un personnage qui va être perdu en forêt, mais mon histoire, elle parle de quoi? Parce qu'une histoire, ça parle de quelque chose, mais ça parle aussi d'autre chose. Là. Je veux dire, il se perd en forêt, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a pourquoi ils sont là? C'est ça, mais pas juste le pourquoi, mais ça symbolise quoi? Est-ce que c'est un personnage qui est en train de traverser une crise intérieure, puis dans le fond, le fait d'être perdu en forêt, ça traverse sa crise intérieure. Là, je donne un exemple qui est très littéraire. Une campagne, ça va se développer un peu comme ça. Vous allez avoir des personnages. Vous pouvez dire, on va faire une campagne avec des pirates, puis tout le monde va être des pirates. Vous allez sur votre bateau pirate, puis vous allez avoir des aventures. Ça, c'est la prémisse de départ. Mais à un certain moment donné, votre campagne va être à propos de quelque chose. Il va y avoir, par exemple, un ennemi plus important qui va ressurgir, puis c'est lui l'adversaire final. Mm-hmm. Il va y avoir des choses comme ça qui vont apparaître. Fait que votre improvisation doit garder en tête le détail de... Tu sais, comme le détail de maintenant. Là, il nous reste encore 1h30 à jouer, puis ce serait le fun qu'il se passe des choses intéressantes dans la prochaine 1h30. Mais d'avoir conscience de dire, OK, comme ça, c'est la direction dans laquelle on veut se rendre. Fait que, tu sais, c'est un muscle qui est intéressant de travailler justement parce que comme chaque petite pierre qu'on pose va contribuer à cette grande histoire-là. Des fois, il va y avoir on va aller dans une direction, on va revenir, c'est peut-être pas nécessairement ce qui va être de plus intéressant, mais de développer cette vision d'ensemble, moi, c'est ce qui m'a aidé le plus à improviser.
de dire, OK, comme on peut se lâcher lousse, puis on garde en tête qu'est-ce qu'on est en train de faire au juste. Et il y en a fait que je rajouterais sur le fait, tu disais par exemple 1 heure et demie qu'il nous reste à jouer. À un moment donné, dans une campagne, c'est ça, j'avais les joueurs, au lieu d'aller se réfugier dans une bonne place, ont décidé de passer à travers une boule lumineuse d'énergie, puis je voulais qu'ils passent là, mais j'avais aucune idée de ce qu'elle allait se trouver derrière. Fait que là, ils sont passés. Mais c'est même moi qui les avais. Là, ils me disaient, OK, je me concentre pour essayer de deviner c'est quoi la direction la plus safe pour s'enfuir. Il y avait à gauche et à droite. À gauche, ça menait à l'extérieur. À droite, ça menait vers cette boule-là. Fait que normalement, j'aurais dû dire à gauche. Puis c'est comme, nah, à droite. Fait qu'ils s'en vont à droite, ils arrivent dans la salle, fait qu'ils décident, ouais, ben là, il y a juste ça, fait qu'on doit probablement rentrer dans la boule. Mais j'avais aucune idée. Je voulais qu'ils rentrent dans la boule, mais j'avais aucune idée où ce que la boule menait. Fait que là, ils ont rentré. Là, ça se donne, on a pris un petit break. Là, j'ai dit, OK. Là, l'affaire, c'est que il devait se passer quelque chose éventuellement, mais c'était pas défini quoi. Je savais, fait que j'ai décidé, OK, je vais profiter de cet épisode-là pour rajouter, entrer la chose que j'ai besoin de rentrer. Fait que là, j'ai dit, OK, maintenant, ils sont dans un monde parallèle. Puis là, j'ai dit, OK, il y a plein de choses qu'il faut que je pense avec. Mais là, ce que je vais faire, c'est il restait 1 heure à la partie. Tout ce que je vais faire, c'est, je vais prendre la prochaine heure, puis là, ils vont devoir découvrir est-ce qu'ils sont dans le passé ou dans le futur. C'est comme, pour moi, ça me dit, OK, on va se concentrer là-dessus. Après ça, ça va me permettre de prendre le temps de penser vraiment où ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, parce que je savais que j'avais quelque chose de super intéressant que je pouvais faire là. Fait qu'on a pris l'heure qui suivait pour découvrir finalement qu'ils étaient 60 ans dans le futur après que le monde ait perdu la guerre, puis et après ça, ils vont découvrir plus tard pourquoi ils ont perdu la guerre, puis pouvoir revenir dans le temps, puis revenir et utiliser cette information-là pour gagner la guerre. Mais sur le coup, j'avais aucune idée. C'était juste, ils ont juste demandé, OK, c'est quelle est la direction pour aller la bonne, à gauche ou à droite? Puis au lieu de dire à gauche, ben, j'ai dit, je vais aller à droite à la place. Et après ça, comme je dis, tu fais juste mettre une situation limitée, au parti limité pour finir la campagne, la game, puis après ça, dire, OK, je vais prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça, c'est un truc qui vous permet d'improviser des choses tout à fait non préparées, et vous le donnez le temps après ça de le préparer par la suite. Puis c'est finalement devenu un élément hyper important de ta campagne. C'est comme ça qu'ils ont réussi à gagner la guerre en allant dans cette place-là. Tu sais, improviser, ça peut être intimidant. Être maître de jeu, aussi, ça peut être intimidant. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut être intimidant dans le fait d'être maître de jeu? C'est que vous avez une table, vous avez vos amis qui sont là, ou du moins des gens que vous connaissez. Puis là, il y a un moment donné, ils sont 5 ou 6, puis là, ils vous regardent toutes. Puis, puis surtout au début, vous avez une séance de jeu de 3-4 heures, puis là-dedans, il y en a 90% où ils sont en train de vous regarder pour que vous leur dites qu'est-ce qui va arriver ensuite. Ça, c'est ça qui est intimidant. Le fait qu'on a cette pression-là. Pour improviser, pour avoir l'espace mental pour improviser, pour moi, ça va aussi avec le fait de répartir cette attention-là. Ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher l'espace mental pour improviser si des fois, vous n'êtes pas le centre d'attention en même temps. OK? Si je prends quelqu'un, là, puis je la regarde, là, puis là, comme je lui mets de la pression pour qu'elle me sorte quelque chose là tout de suite, c'est pas facile, c'est facile de figer. Là. Donc, si vos joueurs embarquent dans l'histoire, si vos joueurs, des fois, ils sont dans leur personnage puis ils s'ostinent sur quelque chose pendant 20 minutes, puis qu'ils ont du fun à le faire, là, vous les laissez faire. Parce que ça, c'est votre fenêtre d'opportunité. Il y a eu une journée d'aventure, les joueurs sont retournés dans leur cachette, puis là, ils sont en train de discuter, de faire des plans pour le lendemain. OK? Dites rien. Ou écoutez, puis réfléchissez. Parce que là, justement, le centre d'attention n'est pas sur vous. Vous n'avez pas de pression présentement. Mm-hmm. Vous pouvez... vous pouvez improviser. Là, vous pouvez réfléchir. Puis, assurez-vous que ces moments-là, ils se produisent. Puis, je sais, Stéphane et moi, on a des styles de maître de jeu quand même un peu différents. Je pense pas que je me trompe si je dis que j'ai tendance peut-être à être un peu plus directif que toi. Dans le sens où
ça va m'arriver peut-être un peu plus de dire, OK, comme il n'y a rien d'autre pour la soirée, on va tout de suite passer au lendemain, tandis que Stéphane va avoir, là, je caricature un peu, mais va avoir un peu plus comme nous laisser la porte. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites quelque chose ce soir? Avez-vous encore des choses à préparer pour ce soir en nous mettant le doute? En nous mettant le doute des fois de dire... parce que tu n'as aucune idée. Non, il ne va rien de se passer, mais juste en disant ça, c'est comme, il va-tu se passer quelque chose? Et non, puis je suis d'accord avec toi là-dessus. Et en fait, moi, souvent, quand il y a un gros scénario qui s'est terminé, dans la campagne, évidemment, et séparé en scénario, en épisodes, si vous voulez, j'ai toujours au moins une session où ce que c'est le lendemain ou la partie d'après où les gens vont retourner à leurs affaires. C'est quoi les conséquences de ce qui s'est passé? C'est quoi, justement, s'ils veulent retourner s'occuper de leur amoureux ou quoi que ce soit d'autre? Et des projets personnels. Après ça, on va embarquer, mais ça prend, je trouve, surtout quand tu fais une campagne longue, c'est important ces périodes-là de break. Un peu. Chaque partie ne peut pas être hyper tense, on s'entend, là. Fait que de temps en temps, de prendre un break, surtout quand il y a un élément, une chose vraiment importante qui vient de se passer, pour laisser les choses rentrer dans leur tête. C'est comme si dès le lendemain, ils passent à la prochaine étape, ça devient juste... OK, correct, on a fini ça, on commence ça. Alors que si tu les laisses relaxer un peu, ça va s'incruster. Hey, il s'est passé bien des choses. Analysons ce qui s'est passé, voyons qu'est-ce qu'on peut faire avec ça par la suite. C'est vraiment un truc ou un autre truc que j'utilise des fois. OK. C'est ça, d'autres tests. C'est ça. N'hésitez pas à inspirer. Tu sais, on a toutes des connaissances sur la pop culture, les livres, les bandes dessinées, les super-héros, n'importe quoi, les jeux vidéo. Inspirez-vous-en, mais prenez juste des petits morceaux. Tu sais, c'est sûr que si vous plongez dans... tu sais, vous faire représenter un univers identique à un livre ou à un jeu vidéo, comme moi j'utilise, j'aime beaucoup les parties, les jeux Mass Effect, par exemple. J'ai déjà fait une partie dans le monde de Mass Effect, mais... C'est pas ça l'affaire, c'est de dire il y a certains petits aspects que je peux prendre, que je vais adapter, mais que tu adaptes pour pas que ça soit immédiatement reconnaissable. Et tu l'adaptes à ta session, à ton monde. Je veux dire, moi, quand j'avais créé une de mes parties, justement, la dernière qu'on joue en entraînement, qui s'appelle Mitaine d'Amerogne, c'est... Un des idées que j'avais, c'était le jeu Shin Megami Tensei 3, Nocturne, ceux qui l'ont déjà vu. Au début, le monde est détruit. Et c'est le jeu est de reconstruire le monde. J'ai juste pris l'aspect, OK, la dimension où ce que mes anges et démons vont être détruites dès le départ. Parce qu'ils sont sous une attaque d'une autre dimension. Et les joueurs vont devoir sortir de là et plonger dans un multivers qu'ils vont découvrir et après ça, essayer de reconstruire leur monde et repousser. Fait que j'ai pris juste cet aspect-là, puis étant donné que c'est des choses qui existent déjà, c'est facile à penser. Vous n'avez pas besoin de le penser de toutes pièces, c'est que juste vous prenez... Hey, comment je pourrais... C'est toujours... ce côté-là m'a toujours intéressé. Comment je peux le prendre pour en faire quelque chose de rapide? L'élément que je mentionnerais par rapport à l'inspiration comme ça, c'est que faites juste pas prendre le truc qui vient de sortir. Le gros film que vous êtes allé voir au cinéma hier, puis que tout le monde est en train de voir, tu sais, comme là, Deadpool vient de sortir, vous êtes allé voir le film, puis là, vous diriez prendre des éléments de ce film-là. C'est trop tôt. Dans le sens que là, comme, OK, on vient de le voir, puis là, tu nous es en train de ressortir le même truc. Prenez le film qui est sorti il y a 6 mois, prenez le film qui est sorti il y a 5 ans, prenez un film que vous avez vu quand vous étiez jeune. Mais tu sais, comme ça, prenez des éléments et c'est très facile de maquiller, de dire, OK, comme... Tu sais, puis... Et d'ailleurs, on parlait d'inspiration tantôt, puis pour faire vivre les personnages que les joueurs vont rencontrer, vous avez le droit, dans votre tête, de mettre des comédiens. T'sais, prenez des comédiens que vous aimez bien, des comédiens sur lesquels qui vous donnent une image mentale claire. Que vous connaissez leur personnalité. C'est ça, de dire comme, OK, le chevalier dans le royaume, là, c'est Chris Evans. Là. Puis comme, je vais le jouer, je vais pas le dire à mes joueurs, mais je vais le jouer comme j'imagine Chris Evans le jouerait, avec mes talents d'acteur pourris que moi j'ai. Mais c'est ça, c'est que ça vous donne tout de suite une personnalité, ça vous donne quelque chose pour rendre le personnage vivant.
Mais évidemment, c'est ça. Faites pas prendre le truc qui est sorti hier, dont tout le monde est en train de parler. Quand Game of Thrones était super populaire, prenez pas l'intrigue de Game of Thrones. Présentement, vous pourriez reprendre des bouts d'intrigue de Game of Thrones. Ça tombe bien, le monde s'en fout pas mal plus. Fait que les gens vont peut-être faire le lien ou pas, mais si, comme Stéphane dit... C'est pas grave, tu l'as ça. adapté. Si vous faites juste prendre certains éléments, vous essayez pas de tout prendre en même temps, il n'y a aucun problème. Non, ça, un autre aspect que j'avais pris pour une campagne, c'est, je disais, parler de Mass Effect tantôt, la notion de Reapers, là, ceux qui ont déjà joué, le monde, c'est pas des monstres mécaniques dans mon monde, c'est plus, mais c'est l'idée que dans le passé, il y a eu des grands conflits avec des créatures externes qui ont été rejetées puis qui veulent revenir. En même temps, tu sais, c'est les Reapers avec Toulouse, puis ça, fait que, tu sais, tu prends tout ça ensemble, puis tu en fais un melting pot que tu fais que, oui, tu peux dire, ce morceau-là vient de là, mais le tout est comme complètement original, pareil. Et, fait que, puis en même temps, comme je dis, si tu le déguises, si tu le prends pas, tu sais, j'ai pas pris les Reapers de façon, la machine qui revient à toutes les 25 000 ans, là. J'ai fait quelque chose de différent avec, mais je suis parti de l'idée, le concept que ces créatures-là étaient là pour détruire l'univers à intervalles réguliers. Et de toute façon, si l'histoire que vous allez raconter avec vos joueurs n'est pas tant originale, c'est absolument pas grave. Essayez pas d'en faire un roman après. Non. Essayez pas après de dire « Hey, je vais écrire un roman basé sur notre campagne. » Je vous garantis que ça va pas être bon. Non. OK? Mais c'est correct parce que l'important, c'est que vous allez l'avoir vécu, cette histoire-là. Je vais vous donner un secret. Jouer un cliché. Si vous avez jamais joué un cliché, c'est super le fun. Parce que là, tu peux jouer. Ah, je suis supposé. Tu sais, tu fais exprès de mettre ça gros. Ou d'un coup, pour une affaire spécifique, tu t'en vas complètement à l'extérieur du cliché. Tu sais, comme, hey, ils s'attendent tous à ce que je fasse ça. Fait que jouer un cliché, c'est le fun. Pas le même cliché tout le temps, mais de temps en temps, là, c'est comme. C'est super le fun parce que tu es impliqué. L'affaire, un cliché, c'est plate parce que tu regardes le cliché, tu comprends l'histoire, mais quand tu es plongé dedans, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Fait que, oui, c'est un cliché, mais tu ne sais pas comment ça va finir. Puis, tu es impliqué, là, c'est toi qui vas diriger comment le cliché va aller. Même comme joueur. Et je parle là comme joueur, je parle même pas comme maître de jeu. Ça s'applique aussi au maître de jeu. Mais c'est ça, maître de jeu, un joueur, en tout cas, moi, j'adore ça, jouer un cliché. Parce qu'après ça, tu peux le tourner sur sa tête parce que tout le monde s'attend au même cliché, à la même fin. C'est comme, non, je vais aller dans l'autre bord. Fait que ça peut être super le fun aussi. OK. Est-ce qu'on a... C'est ça, je pense qu'on peut sortir. On peut passer à autre chose. Hein. Oui. C'est bon. Ça, c'est... Je suis revenu en arrière. Oui, tu es revenu en arrière. Ah, voyons. Non. OK, excuse, je tenais ma télécommande à l'envers. Alors, comment... Non, il y a plus que 3 pitons. Comment garder l'attention de vos joueurs? Prenez leur téléphone. Oui. Oui, c'est ça. On dit tout ça. C'est vrai. On a toute tendance à le faire aussi. Puis surtout que très souvent, je veux dire, on a des vies occupées, fait qu'on a des notifications qui rentrent en même temps. Mais, regarde, oui, c'est une discipline à avoir. Je trouve ça intéressant, la question de garder l'attention des joueurs. Parce qu'en même temps, c'est pas juste à vous. Si vos joueurs veulent pas être là ou s'ils n'ont pas le goût cette soirée-là, c'est probablement mieux qu'ils soient pas là. Fait que, on va présumer que tout le monde a envie de jouer, mais ils ont leur journée de travail, ils peuvent être fatigués. Dépendant de la taille de votre groupe. Si vous avez 3 joueurs, ils sont pas mal tout le temps au centre de l'action. Si vous en avez 6, des fois, l'action porte sur certains personnages. Il y en a d'autres qui sont plus en retrait ou qui sont juste même pas présents dans la scène. Mais vous aimeriez ça que tout le monde ait du fun à assister à ce qui est en train d'arriver, même s'il n'est pas directement impliqué. Il y a, je pense que c'est le fun d'avoir de demander, puis on ne l'a peut-être pas au début, mais après un peu de jeu, après quelques séances de jeu, d'essayer de trouver qu'est-ce que recherche chacun des joueurs. De vous faire un petit tableau, là, qu'est-ce qui fait que les joueurs ont du fun? On a dans le même groupe Chris qui est à la table d'accueil, vous avez peut-être déjà rencontré.
Chris est quelqu'un, moi, ça me fascine absolument. Il aime ça avoir des personnages qui vont venir en aide aux autres. C'est celui qui aime ça faire le prêtre, le cleric, puis qui va guérir, qui va donner des buffs aux autres. Ce qui fait en sorte qu'il arrive en combat, son personnage, il y a des campagnes complètes où il va rien faire directement, mais il a aidé les autres à être plus forts. Comme, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont du fun à faire ça systématiquement. Chris, il est bien là-dedans. OK? Je veux dire, puis là, je suis en train de le caller out, de lui faire son coming out de cleric. Mais, je veux dire, tu sais, ça, c'est un bel exemple. Tu sais, il y a des joueurs qui ont besoin d'être le centre d'attention. Ils ne peuvent pas être le centre d'attention tout le temps, mais ils ont, tu sais, comme mettons, là, ils ont un acteur en eux qui veulent sortir, ils veulent incarner et jouer leur personnage. Il y a des joueurs qui sont des tacticiens, qui aiment ça faire des plans, puis qui aimeraient ça que, rendu à la scène d'action, que le plan fonctionne à merveille puis que la scène d'action dure 3 minutes. Il y a du monde qui ont besoin, qui aiment l'aspect règle, puis qui veulent que ça soit, comme que ça soit compliqué, puis qui peuvent optimiser leur personnage parce qu'ils ont utilisé l'habilité qui permet de booster l'autre habilité qui leur permet de faire 3 fois plus de dégâts que tout le monde. Tu sais, chaque joueur a c'est un peu comme ça, ces boutons qui aiment peser, là. Et ça inclut aussi les joueurs qui sont juste contents d'être là. Dans le sens que des fois, vous avez un des joueurs, là, c'est le chum de l'autre. Il est content de voir ses amis. Si on avait demandé à lui tout seul, c'est pas lui qui aurait eu le moteur de se lancer dans un groupe de jeux de rôle. Mais là, sa blonde joue à des jeux de rôle, ses amis jouent à des jeux de rôle, fait qu'il est content de jouer à des jeux de rôle, mais il est discret, il est tranquille. Fait que, tu sais, c'est pas le joueur sur lequel vous allez mettre beaucoup de pression puis que vous allez mettre nécessairement sur le spotlight, mais vous voulez quand même le garder heureux. Vous voulez quand même qu'il ait du fun puis qu'il se sente utile puis qu'il se sente valorisé d'être là. Fait que, tu sais, la personnalité de chacun, vous devez en tenir compte quand vous voulez garder leur attention. Puis vous le savez, ceux qui décrochent plus, ceux qui décrochent moins. Il y en a qui sont très constants. Il y en a, tu sais, comme moi, je pense, dans les derniers mois, j'ai été très variable parce que je fais de l'insomnie. Fait qu'il y a eu des games où garder ma concentration était excessivement difficile. Fait que, tu sais, comme, regarde, puis à un moment donné, je sais, comme, je suis venu pareil, j'étais content d'être là pareil, puis j'avais des bouts de la partie où j'étais vraiment là, puis d'autres bouts où c'était vraiment dur. Mais c'est ça, en fait, ça dépend aussi. Comme là, si vous faites des longues campagnes, tout le monde va avoir des mauvaises journées, on s'entend, puis à ce moment-là, tu acceptes tout simplement que cette journée-là, cette personne-là est off, est pas là. Puis en fait, les trucs qu'on a marqués ici, et que j'ai marqué moi, évidemment, ça, merci d'avoir plus des affaires sur place, mais moi, je l'ai abordé aussi plus à s'assurer que si vous faites des parties à long terme, parce qu'il y en a qui vont me dire, justement, notre campagne est arrêtée. Elle n'a pas fini, elle a juste arrêté parce qu'on trouvait ça plate, on faisait toujours la même chose. Fait que là, à un moment donné, on a décidé d'arrêter. Fait que on a joué 2 ans, puis il n'y a pas de fin, il n'y a pas rien de spécial qui s'est terminé. Moi, et surtout ça arrive, par exemple, si vous faites une campagne, mais en réalité, tout ce que c'est les mêmes un paquet d'aventures indépendantes avec les mêmes personnages dans le même royaume, c'est ça. Donc, tu les vois grandir, puis tout ça, mais il n'y a pas d'intrigue principale. Moi, quand je fais une campagne de 6 ans, c'est une histoire du début à la fin. Il y a un méchant qui est introduit pas longtemps après. Ils vont finir par le tuer 6 ans plus tard. Évidemment, il se passera plein d'affaires, mais c'est une histoire. Fait que c'est quand même un défi de garder l'intérêt de ces joueurs-là pendant tout ce temps-là. Parce que, évidemment, nous autres, on fait ça parce qu'on aime ça. Eux autres, évidemment, il faut qu'ils aiment leur personnage pour pouvoir le jouer aussi longtemps. Fait que c'est plus dans cet aspect-là que je l'abordais ici, c'est de dire comment vous vous assurez que vos joueurs vont avoir toujours du fun après 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Et ça, c'est tous des trucs qu'on a marqués. Fait que c'est complémentaire à ce que tu disais. Et Stéphane, je signalerai ici que dans 5 minutes, moins de 5 minutes, on va passer aux questions de la salle. OK, alors... c'est bon. On peut se concentrer sur cet aspect-là. Ouais. Donc, ce que j'avais dit, c'est introduire de la variété dans vos scénarios. Évidemment, tu sais, si vous jouez même à Dungeon, dans n'importe quel... Le type de scénario que vous faites est complètement indépendant du type de setting. Vous pouvez avoir des games d'action, d'amour, de drame, d'espionnage, d'horreur dans un monde de D&D ou dans un monde fantastique ou dans le monde sur la Terre elle-même. Fait que c'est comme
Mais avec le même groupe, essayer d'introduire des différents types, et en même temps, comme tu disais tout à l'heure, c'est que ça permet, un effet qui est important, c'est que chaque personnage, à un moment donné, sont 15 minutes au soleil. Chacun des personnages est relativement unique, c'est sûr qu'ils vont avoir des points en commun, mais il faut qu'il y ait une spécialité pour eux autres qui sont les seuls à avoir. Puis ça, c'est leur occasion. Fait que là, c'est aussi à notre rôle de leur offrir des scénarios, des fois, où ils peuvent sortir ces habilités-là qu'ils ne peuvent pas utiliser souvent. Et là, pour ce scénario-là, c'est eux autres qui sont en avant. Et après ça, on va changer. Puis ça ne veut pas dire que les autres ne feront rien. C'est juste que l'élément spécifique qui va régler le problème va venir de ce joueur-là pendant cette affaire-là. Des fois, ils vont le saisir puis ils vont le faire de façon instinctive. Des fois, ça peut prendre une petite pouce de leur côté pour leur « Hey, c'est à toi, ça, là. Celle-là, fais-en ce que tu veux. » Des fois, ils vont dire « Non, c'est correct. On va passer à autre chose ou c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. » Mais c'est important de leur offrir des situations où leurs personnages peuvent shiner, peuvent montrer. Fait que donc, eux autres qui s'investissent dans leur personnage, comme je dis, l'évolution du personnage est aussi importante dans la campagne que l'évolution du scénario. Sans ça, ça reste toujours juste des idées abstraites et ça devient impersonnel. Si tu es capable de faire en sorte que les personnages grandissent et ont un intérêt personnel dans la résolution, bien là, ça devient beaucoup plus facile à les investir à l'intérieur, pour les garder intéressés. Donc, les moments soleil, c'est ça. Donc, je disais tout à l'heure, chaque session, pas besoin de changer le monde. Il peut y avoir des sessions de temps en temps, surtout entre les gros scénarios, où ce que les gens ont besoin. Juste le calme avant la tempête. Ils partent pour la dernière mission, mais passer une couple de fois de sessions sur le scénario, ils vont aller faire un party, ils vont aller rencontrer leurs derniers proches, comme tu vois dans les films. C'est ça. Donc, pour en même temps renforcer l'idée que ça finit là. Et c'est vraiment important ce qui s'en vient. Fait que c'est important vraiment d'aller jusqu'au bout de leur personnage. Je vais me permettre d'ajouter un point par rapport à ça. Puis, tu sais, quand on lit une histoire, il y a différentes façons d'écrire une histoire dans le sens que on peut avoir une narration qui est très éloignée comme une narration qui est très intérieure. Si vous écoutez un film d'horreur ou vous lisez un livre d'horreur, il faut qu'on soit dans le ressenti, il faut qu'on soit dans les tripes. Un film d'horreur qui est filmé avec une caméra trop extérieure où on voit tout, quand on voit tout, il n'y a pas de zone d'ombre ou quoi que ce soit, ça ne marche pas. Dans une partie de jeu de rôle, c'est quelque chose qui va changer. Mais il faut que vous soyez capable, c'est un des trucs pour justement capter l'attention, c'est que ça ne soit pas plat, que ça soit varié. Que des fois, vous allez faire de la narration, des fois, vous allez raconter des trucs qui se passent, vous allez décrire quelque chose qui est en train de se passer là-bas. Puis des fois, votre narration va être sur qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir. C'est quand vous commencez à dire à vos joueurs que là, ils se mettent à faire de plus en plus froid, puis vous sentez à l'intérieur même de votre corps que vos organes sont frigorifiés. Mais tu sais, comme là, on est ailleurs. Là, on est en train de faire vivre quelque chose de différent. Fait que de vous assurer que juste dans ce que vous donnez comme information aux joueurs, que ça soit varié, que ça ne soit pas toujours la même chose. Tu sais, si vous avez tendance, vos descriptions, à toujours les faire avec du visuel, et que là, à un moment donné, vous commencez à décrire les odeurs qu'ils ressentent, ils ne vont peut-être pas s'en rendre compte, mais vos joueurs vont porter plus attention. Et sur ce, Viviane nous indique que c'est le moment des questions. Flamme. Ah, excuse-moi. Désolé. Est-ce que vous avez des questions pour nous? Il nous reste 10 minutes. Ça peut être des questions sur le nouveau sujet qui est... Oui, c'est ça. Ça peut être juste vos propres interrogations que vous avez. Bon, ben écoute... OK, on va prendre le temps dans ce cas-là. Ah, excusez. Moi, j'en ai une question pour vous. On parle de railroading, puis il y a eu deux fois mentionné que Adventure League, évitez ça, les scénarios linéaires. J'ai dit que moi, j'aimais pas ça. Il existe quand même beaucoup de personnes qui sont maîtres de jeu et beaucoup de personnes qui profitent de ce genre d'aventure-là. Donc, c'est quoi justement les cas où est-ce que le railroading, ou en tout cas être plus linéaire, c'est bon, versus à quel moment où est-ce qu'on essaye d'éviter ça? Ben, si tu me permets, Stéphane. Vas-y. Ben, déjà en partant,
sais, dans le contrat de groupe, là, il y a des groupes qui veulent ça. Il y a des groupes qui veulent, dans le fond, c'est pas tant raconter une histoire qu'ils veulent avoir une expérience très tactique dans laquelle ils ont un personnage. OK? Fait que là, ça va être... Tu sais, le railroading permet cette expérience très tactique de dire on a prévu chaque obstacle, on a prévu les dangers, les monstres à affronter, puis qu'on se dirige en droite ligne vers ça. Il y a des groupes qui sont bien là-dedans. Sinon, ben, je dirais le railroading, c'est très bien pour les bouts pas intéressants. Ou pour les bouts de dire on a besoin de se rendre du point A au point B. On ne veut pas nécessairement passer beaucoup de temps au déplacement du point A au point B. Fait que là, peut-être qu'on peut juste dire aux joueurs, il y a une caravane qui va partir demain matin pour la ville où vous avez besoin d'aller. Puis que c'est comme, il y a un gros, tu sais, il y a un gros panneau, là, suite de l'histoire par là. OK? Ouais, c'est ça, C'est là. totalement correct de faire ça. Tout ne peut pas être intéressant. Mais aussi un exemple bien simple, je veux dire, à un moment donné, vous leur dites, OK, vous trouvez quelqu'un, vous parlez à quelqu'un, puis il vous dit que vous devez aller à telle place. Puis vous autres, évidemment, vous avez présenté, vous avez préparé vos affaires pour qu'il arrive des affaires à cette place-là. Fait que, oui, vous voulez qu'il, à un moment donné, l'affaire, c'est que s'il décide d'aller à B à place, parfait, allez à B à place, mais A disparaît pas, on va juste le retrouver plus loin. Tu sais, je ne mettrai pas tout ce que j'ai préparé pour la première solution, je ne les mettrai pas aux poubelles. Mais c'est juste, ils vont passer par B avant. OK, correct, passer par B avant, mais à un moment donné, il va falloir que vous ayez A. À un moment donné, il y a un minimum. Je pense que même Christophe, à un moment donné, il avait fait un podcast là-dessus. C'est comme, est-ce que le railroading, c'était pas une mauvaise affaire? Ça t'en prend quand même un peu. Je veux dire, sans ça, c'est comme, t'installes devant toi, puis, OK, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de situation, vous leur dites rien, faites ce que vous voulez faire. Ben là, oui, mais là, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, là, comment on peut décider où est-ce qu'on s'en va. Il faut bien qu'il se passe quelque chose. Tu sais, c'est comme, justement, l'élément déclencheur. Il faut qu'il se passe quelque chose qui démarre la campagne. Puis oui, veut pas, ça va être vous qui devez le présenter et s'arranger pour que ça qu'il arrive. Après ça, comment ils réagissent à cet événement-là, ça, vous les laissez aller. Mais évidemment, il faut que vous forciez certaines choses. Sans ça, il ne se passera jamais rien. Puis, tu sais, puis c'est ça, encore une fois, si à un moment donné, vous sentez que les joueurs sont bloqués, de dire que, tu sais, parce que ça, tant que les joueurs sont en train d'avancer par eux-mêmes, laissez-les avancer. Si à un certain moment donné, vous sentez qu'ils font du surplace, peut-être qu'il y a des bouts de l'intrigue dans lesquels ils n'ont pas embarqué ou qui n'ont pas compris ou qui ont oublié ou qui ne savent juste pas quoi faire, bien, vous pouvez certainement, dans ce temps-là, être un petit peu plus directif. OK, il y a quelqu'un, tu sais, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous donne une mission. Bon, bien, parfait. Là, vous avez un objectif. Ça ne veut pas dire qu'ils vont juste avoir à respecter la mission. Peut-être la mission va être un prétexte. Tu sais, en fiction, ce qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu le terme, le MacGuffin. Tu sais, le MacGuffin dans un film, c'est le truc qui est vraiment important. La valise de Pulp Fiction est le MacGuffin le plus connu. Mais tu sais, la valise n'est pas vraiment importante. C'est juste un élément déclencheur pour que l'histoire puisse commencer puis qu'il se passe un paquet de choses. Fait que quelqu'un peut les engager pour aller explorer une caverne, mais dans la caverne, eux-mêmes, ils vont découvrir quelque chose qui va leur donner de nouveaux objectifs. Fait que c'est pas tant des rails. Il y avait quand même un petit bout de rail parce que, tu sais, puis même vous pourriez, la toute première session, au lieu de commencer, on se rencontre dans une caverne, vous pourriez très bien commencer à dire, bien, vous êtes un groupe qui vient d'être engagé par un mage pour explorer une caverne. On commence directement au début de l'aventure. On a perdu le temps, on se rencontre, puis dire, on est tout de suite dans l'action. Puis là, oui, vous avez été directif. Mais à partir de là, les joueurs vont pouvoir décider de faire autre chose, ce qu'ils vont découvrir, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils vont découvrir, ça leur appartient. Fait que c'est ça, c'est vraiment une balance. C'est sûr qu'il ne faut pas, comme je dis, un des moyens d'éviter le railroading, c'est d'avoir la solution déjà préparée pour votre problème. Parce que là, dès que les gens vont vouloir faire quelque chose, vous avez tendance à les tirer vers la solution que vous avez faite. Il y a une seule fois où moi, j'avais vraiment une solution à un mystère qui était fixe, mais je leur ai dit, vous savez que d'habitude, je change toujours les choses. Cette fois-là, cette partie-là, c'est vraiment un mystère, comme une enquête. Vous devez trouver qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé une chose de bien précise, d'une manière bien précise, et maintenant, vous devez
le régler. Sans ça, vous allez, disons, le monde est perdu. Bon, en tout cas, ouais. Évidemment, j'aime ça. Moi, je joue pas à bas niveau. Là. C'est comme, on est là, les personnages sont là pour sauver le monde. C'est avec des campagnes à long terme. Mais bon, fait que donc, c'est à ce moment-là, je l'étais précis. Mais à part ça, tu sais, je disais tout à l'heure que les parties de mystère sont très dures parce que vous avez des indices. Qu'est-ce que vous faites s'il manque un indice, s'il en manque deux? Ils ne vont pas à une place que vous devriez faire. C'est bien simple. Vous prenez la place. S'ils décident d'aller à la salle B au lieu de la salle A, vous prenez ce qu'il y a dans la salle A puis vous le mettez dans la salle B. C'est tout. Puis ils vont trouver la même chose. Ils vont avoir le même sentiment d'avoir réglé le problème. Ils n'ont pas suivi exactement vos affaires. On s'en fout. Ils ont eu du fun. Tu as eu du fun pareil. C'est comme on s'adapte. Puis comme je disais, la réalité de la campagne n'existe que quand c'est joué. Ah oui. Même si vous l'aviez écrit sur vos documents, même si vous aviez... Puis, tu sais, dans la préparation, là, méfiez-vous si vous êtes trop propre et méticuleux. Dans le sens que si vos notes que vous faites, là, vous les faites à l'ordinateur ou à la main, mais c'est beau, il y a des couleurs, il y a des tableaux, puis que tout est parfait, vous allez avoir du mal à changer les choses en cours de route. Si vos notes sont un peu brouillons, vous griffonnez des trucs dans la marge, vous mettez des idées, vous raturez, bien, vous allez plus garder en tête que ça. C'est variable. C'est variable, c'est votre brouillon, tu sais. Fait que méfiez-vous si vous êtes trop bien organisé dans vos notes puis dans votre préparation. C'est une bonne affaire, ça. Et je crois que sur ce, oui. Il nous reste 2 minutes. C'est une dernière question petite question. express. Ouais, est-ce que quelqu'un aurait une dernière express? petite question express? Dernier départ pour une question express. Là, on vous demande d'improviser une question. Eh bien, il n'y a pas de question improvisée. Fait que, Stéphane, est-ce que tu as un mot de la fin? Bien, en fait, juste avec tout ce qu'on dit là, sur ce qui vient de parler, de garder vos notes puis de changer et d'improviser une campagne, moi, c'est ma spécialité. Improviser la campagne. Tu pars avec un point de départ. J'avais, OK, dans une des campagnes qui s'est terminée en 2022, c'est comme, j'avais, OK, la magie n'existe pas, les personnages vont recevoir la visite d'un extraterrestre qui va leur dire qui va les mener à redonner la magie. Après ça, il y a des monstres qui veulent détruire l'univers et les gens, ils vont plonger dans un univers qui n'est pas basé dans l'univers des voyages spatiaux, qui ne sont pas basés sur la technologie, mais sur la magie. C'était ça, mon affaire. J'ai aucune idée où ce que je m'en vais. Je sais qu'à un moment donné, on va changer d'étape, on va changer de portée, mais j'ai jamais défini le reste avant que ça soit nécessaire. Fait que ça me donne toute la liberté, tout en gardant quand même une idée générale de ce que je veux m'en aller. Fait que c'est vraiment, même cet aspect-là, vous pouvez même l'apporter à vos campagnes au complet, qui vont durer des années. Puis en même temps, comme je dis, ça vous permet de jouer sans avoir à passer des mois à vous préparer. Moi, c'est 1 mois maximum pour créer les personnages, puis la session de base, la notion de base, le monde de base, c'est à peu près tout. Et sur ce, je vais improviser une fin à cette table ronde. Alors, merci tout le monde d'y avoir assisté. J'espère que vous avez trouvé que c'était des conseils qui vous sont utiles et qui viennent vous donner un nouvel éclairage sur vous en tant que maître de jeu. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, toi aussi. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Et merci Évidemment, beaucoup. ça va être disponible sur la chaîne YouTube, donc si vous voulez les consulter quand vous voulez. Et merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier trucs et astuces avancées pour MJ. Nous allons maintenant terminer ce panel et remercier, il ne reste plus qu'à remercier nos commanditaires Arcana Création, les Terres d'Obsidia et Gnome Archiviste. Merci beaucoup! Merci.